Bonjour Flavie, Bonjour Perrine. merci de m'accueillir dans tes locaux. Dans nos locaux, dans les locaux de la Care Team, avec grand plaisir. C'est vraiment sympa de se revoir pour cet épisode un an après. Un an après, Ça passe vite. c'est incroyable. 2022. En 2021, on pensait pas que 2022 allait arriver en même temps, donc. Et donc les locaux de la Care Team pour Care News. Exactement. Ouais, le média des acteurs de l'engagement et ces locaux presque tout neufs. On est là depuis juillet. Donc rue Châteaudun à Paris. Voilà, le château. Le château de la Care Team, très ESS. Moi, je me sens comme une princesse. Dans votre château, il y a un an, tu émettais le souhait de faire grandir une entreprise tout en gardant ton énergie et l'envie. Tu en es où? Ça s'est passé comment de cette dernière année? Ça s'est passé toujours pareil. On sort, l'entreprise a changé de visage. Donc, elle est toujours fidèle à elle-même, mais elle a explosé déjà en taille, en membres d'équipe aussi. Donc il y a encore plus d'énergie. Et après, la chose qui est rassurante, c'est que c'est toujours ce qui nous canalise, ce qui nous drive. On met toujours autant d'énergie, on a toujours aussi envie, on est toujours à 1000 à l'heure. Donc je me doute que ça doit ralentir un jour, mais c'est pareil qu'il y a un an, mais en mieux. Et sur quoi vous êtes passé à l'action depuis? Beaucoup de choses. On a développé économiquement, voilà, le modèle vraiment beaucoup. Éditorialement, c'est devenu assez solide aussi. On s'est lancé sur la vidéo. On a lancé beaucoup de projets éditoriaux, une rétrospective, un hors-série de tout ce qui s'est passé en engagement en 2021, un baromètre sur les directions de l'engagement, beaucoup de dossiers à thème. On invite une personnalité du secteur de l'engagement chaque mois pour prendre la rédaction en chef. Enfin, on a fait vraiment pas des milliers de choses, mais beaucoup de choses et des nouveaux formats. Donc en fait, on a juste continué en faisant un peu plus et peut-être de manière un peu plus construite maintenant qu'on est plusieurs à pouvoir poser des pierres. Waouh! Et donc, il y a un an, on se voyait aussi pour la parution de la première édition du Top 50 des acteurs de l'engagement et de l'entrepreneuriat social. Là, c'est aujourd'hui, ce soir, nous fêtons l'édition 2. Exactement, la deuxième édition. Quel a été finalement l'impact de l'édition 1? Parce qu'une de tes volontés, c'était aussi de donner des envies, d'inspirer, de transmettre. Alors d'inspirer certainement, de transmettre aussi. Il y a beaucoup de gens qui se sont intéressés, et nous c'était notre volonté, aux topistes de ce top 50 de l'entrepreneuriat impact. On a eu beaucoup de demandes et aussi des discussions avec des investisseurs. Parce que des gens qui se sont dit, il y a une méthodologie solide. Donc ça, on l'avait pas pisté au début, mais on s'est rendu compte qu'il y avait soit des bailleurs de fonds, soit des investisseurs. Donc selon que ça soit des assos, de la subvention, du mécénat ou de l'investissement en capital ou autre. Très concret. Beaucoup de gens qui l'ont mis dans leur rapport d'activité, comme un label, comme une pastille. Et puis une certaine renommée aussi. Après, on fait les choses sérieusement, mais on les présente toujours avec un peu de légèreté. Et c'est vrai qu'il y a tout un univers qu'on a créé autour. Ça nous a donné aussi envie de créer un nouveau podcast qui s'appelle Impact Mania, le podcast qui décrypte l'impact des solutions qui disent en avoir. Où là, on est vraiment sans langue de bois avec des gens qui analysent, qui prennent de la hauteur. Donc nous, ça nous a donné envie vraiment de creuser sur cette idée d'impact, de méthode, sans doute dans la ligne éditoriale aussi, de s'intéresser plus aux chiffres. Et pour les topistes, en tout cas, une reconnaissance pour ceux qui n'en étaient pas, une envie de venir en deuxième. Et on a embarqué vraiment beaucoup de partenaires et de parties prenantes. Et en tout cas, il y a une source, c'est vraiment une source d'intérêt. Et il y a quelque chose, une émulation autour du dévoilement qu'on fait tenir sur un mois et demi généralement, qui est encore plus forte cette année. Et dans l'édition 2, qu'avez-vous découvert de nouveau, appris de nouveau? Alors, dans l'édition 2, il y a deux volets. On a compris quelques erreurs de méthodo de la première, ou des frustrations, et on a monté un comité des parties prenantes pour faire remonter, en plus de tous ceux qui avaient participé, tout ce qu'il fallait. On a compris qu'il fallait plus de transparence, non pas qu'on ne voulait pas en avoir, mais on n'était pas forcément équipé pour l'être. Donc là, on a vraiment essayé de l'être le plus possible.
Et on a aussi découvert le point dont je te parlais juste avant, c'est vraiment un intérêt en fait on est les seuls, enfin c'est la seule méthodologie qui arrive à comparer des impacts. Parce que d'habitude les bailleurs ils ont chacun leur mesure, ils demandent une mesure d'impact, elle est toujours différente. Et donc là ce qu'on a compris aussi c'est que c'était aussi un objet du désir. C'est pas une formule magique parce qu'il y a aucune méthodologie parfaite, mais en fait les gens cumulent les méthodologies et la nôtre reste transparente dans ces questions. Et bien sûr la data et tout ce qui a été collecté est précieusement gardé, anonymisé et sécurisé, ce qu'on voulait pas qu'elle tombe à l'évidence dans des mains moins vertueuses que les nôtres, si on peut employer ce terme. Et dans les dossiers, ce qu'on a découvert, c'est des structures parfois plus petites, plus jeunes, mais très solides et surtout avec une mentalité de départ sur la mesure d'impact. C'est-à-dire, il y avait les grands qui ont fait de la mesure d'impact au fur et à mesure, et là, on sent que ça y est, c'est parti. C'est des gens qui mesurent leur impact dès la naissance du projet, et on a découvert plein de chouettes projets qui avant étaient moins médiatiques, ou qui sont plus récents, ou peut-être qui ne s'estimaient pas légitimes à la base pour rentrer dans ce top 50. Et qu'est-ce qui fait que cette fois, ils se sont sentis légitimes ? Peut-être que la première édition, les profils étaient tellement variés, parce que c'est vraiment sur l'impact. C'est pas le plus de bénéficiaires, le plus de CA, le plus de subventions. C'est vraiment un mix pondéré de manière assez fine. Et donc, ils ont dû voir paraître des profils qui leur parlaient, alors que d'habitude, ils doivent peut-être se comparer à des très gros, qu'on voit tout le temps dans les médias, un peu les superstars du secteur. Et donc là, je pense que ça a enclenché des envies et peut-être de voir aussi que ça a apporté une certaine notoriété à ceux de l'édition précédente. Et puis peut-être qu'ils avaient plus de temps, plus envie. L'année dernière, chaque année est compliquée pour un certain nombre de gens, donc c'est normal aussi qu'il y a un petit battement. C'est intéressant parce que ça témoigne finalement d'une maturité du secteur, également sur des structures qui, avant qu'elles soient grosses, sont déjà dans la mesure, dans le quantitatif, dans cette conscience-là. Et aussi des structures plus classiques, donc qui sont sans doute plus connues du grand public, qui sont en fait à impact et qui sont nées pour résoudre une solution avec une vertu, mais moins affichée ESS. Et ça, c'est assez intéressant comme glissement de frontière en fait dans les dossiers. C'est qu'on s'aperçoit en fait qu'il y a vraiment toujours des puristes, les gens historiques, mais dans les solutions récentes ou qui récemment se posent des questions sur leur impact, il y a des gens qui sont impact natif sans le savoir et sans en avoir l'air. C'est vraiment démystifiant en fait ce que vous faites. Moi, en tant que recruteuse ou coach, ça me parle beaucoup, car c'est aussi l'objet du podcast Canary Call, de donner la parole et de porter la voix de ceux qu'on n'entend pas forcément mais qui font. Et donc là, finalement, ça baisse le syndrome de l'imposteur de personnes qui seraient peut-être pas si médiatisées, pas si toujours à l'aise en prise de parole en public et qui pourtant font beaucoup et ont à transmettre et là sont mis en lumière de manière finalement plutôt objective. Oui, c'est toujours... En fait, c'est le pendant du green et de l'impact washing. T'as des gens qui disent en faire, qui en font pas, ou qui s'achètent une conscience. T'as des gens qui sont hyper bien et qui osent pas s'y mettre. Donc, t'as les deux opposés. Et ensuite, nous, ce qu'on a fait, c'est de la data. Alors, on a peut-être des trous dans la raquette. J'ai pas dit que c'était parfait et c'est vraiment pas l'idée. Mais effectivement, je pense qu'aujourd'hui, face aux responsabilités et face aussi à certains scandales, choses qui tombent, il y a aussi des gens qui se disent, mais on n'a pas besoin d'eux pour faire ou il faut se prendre en main. Et moi, puis il y a des consciences aussi. La crise qu'on traverse toujours, a dû aussi, je pense, enclencher un certain nombre de à la fois replis sur soi, mais qui sans doute au bout d'un moment nous ont rendu plus forts et on s'est dit, mais en fait, on est capable. Et pour les structures, je pense que c'est la même chose. Donc c'est tout à fait aligné avec ce que tu dis. Oui, parce que c'est vrai que je suis aussi témoin en tant que recruteuse d'entreprises qui font, mais qui n'osent pas le dire par peur finalement d'être attaquées de greenwashing. Donc là, au moins, ça vient légitimer, clarifier sur quoi effectivement ça fonctionne ou pas. Oui, puis rien n'est blanc ou noir. Pour de vrai, tout est gris et derrière les structures, il y a des femmes et des hommes. Et à part
deux, trois exceptions et des choses vraiment vicieuses qui existent. Je connais peu d'entrepreneurs quand même qui se sont dit je vais faire la pire structure du monde. Vraiment, c'est mon but. Donc voilà, et l'inverse est vrai aussi, même dans ceux qui veulent être le plus vertueux possible, il y a des biais, c'est évident. Et on fait pas un impact très très grand, je pense, sans y perdre quelques plumes. Voilà, c'est le principe de la boule de neige. Et tout cela favorise le passage à l'acte et libère les énergies pour y aller d'une manière ou d'une autre, quoi. Tout à fait. Est-ce qu'il y a cette année un invité parmi les Canaries qui a pu t'inspirer ou te faire réfléchir ou te donner envie d'un nouveau projet? Moi, j'aime bien Nicolas Froissart parce que, au-delà du fait que c'est un être sympathique, c'est quelqu'un qui, en fait, il répond à plusieurs critères que j'aime bien chez les gens qui sont un peu dans l'impact. Et je dis pas ça pour lui brosser les chaussures, parce que franchement, il a pas besoin de moi. Je trouve que c'est quelqu'un, moi, qui m'a toujours répondu, quel que soit son et mon niveau de notoriété, d'avancée dans la vie. Et je trouve que quelqu'un qui répond pareil à ses mails et à son téléphone en 10 ans de temps et en évolution de carrière, c'est hyper important. Quand t'es journaliste, tu le vois beaucoup, ça. Les gens qui te parlent pas au début et qui te parlent après, ou les gens qui te parlent au début quand ils ont besoin de toi et qui parlent plus après. Donc voilà, ça c'est vraiment... et je trouve qu'il met en œuvre, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, du tout, mais je trouve que sa stratégie, réseaux sociaux et son parcours, en fait, c'est toujours assez franc, très accessible, mais en même temps très sectoriel, donc c'est un bon mix. Voilà, et je pense que c'est une bonne porte d'entrée pour découvrir aussi le secteur de l'engagement, de l'impact et de l'ESS. Moi, je vais lui demander des cours pour arriver à répondre à tout le monde, car c'est un vrai défi en fait, maintenant avec les réseaux sociaux, avec toutes les connexions possibles et imaginables, et c'est vrai que c'est vraiment plaisant. Est-ce que tu as un Canary Call spécial pour 2022, un message que tu as envie de porter au plus grand nombre? Oui, on a beaucoup réfléchi aux vœux de la CARE Team et le message, donc qui est le mien, mais celui de l'équipe derrière. Non pas, je parle au nom des personnes qui m'entourent, mais on a quand même réfléchi à ça. C'est de faire les bons choix. En fait, on a réfléchi, on s'est dit, CARE News a eu 7 ans, mais on n'a pas pu fêter notre âge pour des raisons de Covid. Et en fait, ça fait 7 ans qu'on fait des choix. Et chaque année, avec mon associé Guillaume, on se dit, on a fait le bon choix. En fait, on doute pendant un an, puis les moments où on se pose justement, est-ce qu'on a l'envie, est-ce que voilà, on se dit, on a fait le bon choix. Et là, entre la situation sociale, écologique, les échéances qui arrivent devant nous et notre vie quotidienne aussi, je crois que se dire à chaque fois qu'a posteriori on a fait le bon choix, sans être dans un déni total, en étant très sincère, et ben c'est ce qui t'aide à faire les bons choix d'après, et c'est ce que je souhaite vraiment à tout le monde, de pouvoir faire les bons choix et en être content plus tard. Oh, ça me parle beaucoup, moi qui ai la chance d'accompagner des parcours de vie professionnelle à travers mon métier. Effectivement, la construction d'un parcours par choix, en conscience, amène finalement beaucoup d'épanouissement et rayonne aussi pour les personnes qui nous entourent. Donc, ouais, merci pour ce message. Donc, merci à toi de m'avoir posé la question. Faites les bons choix en 2022 voilà. pour vous-même. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Voilà, si vous le faites pour vous-même, ça sera bon pour votre entourage. Voilà, pour vous-même, pour tout le monde. Pour la planète aussi. Exactement, on en a bien besoin. Bon, bah, allons célébrer Let's go. l'édition 2022. Très belle édition que je conseille à tout le monde de découvrir. Les 51, parce qu'on a ouvert un hors catégorie pour droit d'urgence, qui est une association qui œuvre pour le droit, qui est entrée dans aucun impact connu à présent. Mais dont Jérôme Justy, un des invités du podcast, a été un acteur clé pendant longtemps. Ouais. Voilà. Donc, écoute, allons les découvrir et célébrer. Et merci d'être venu fêter la 2e édition du Top 50 de l'entrepreneuriat impact. Bravo à vous et merci à toi. Merci Perrine. Merci pour votre écoute.
Pour être tenu informé de la diffusion des nouveaux épisodes, je vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix et à suivre les comptes de Canary Call sur les réseaux LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube et Facebook. Pour amplifier la voix de mes invités, n'hésitez pas à commenter, partager ou même offrir vos étoiles.